Bonjour à tous. Merci d'être là. Est-ce que ça va bien ? Oui ? Super. Est-ce qu'il y en a ici qui ne connaissent pas la base, qui ne savent pas où ils sont ? En levant la main. Ah, pas beaucoup, hein. 4, 5. Donc très rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas, la base, ça veut dire base d'action sociale et écologique. C'est un lieu qui a été créé en février 2019 et qui a pour vocation d'être un QG de la mobilisation citoyenne pour le climat et la justice sociale. Ça a été créé par 10 associations, donc que vous pouvez retrouver là, notamment Alternativa, Partager c'est sympa, Notre Affaire à tous. Donc c'est à la fois un lieu qui sert donc de bar associatif et d'espace événementiel, mais c'est aussi un lieu de travail. Donc les associations ont leur bureau à l'étage, et c'est un lieu de préparation de mobilisation, de marche, d'action de désobéissance civile, de campagne de plaidoyer. Donc c'est un lieu qui est très multiple et qui fait beaucoup de choses, qui accueille beaucoup de gens différents, où il y a plein de choses à faire, si jamais ça vous intéresse. Et donc qui accueille cette table ronde sur le livre de Carnage de Jean-Marc Gancy, ici présent. Donc voilà, je vais laisser la parole aux intervenants et je vous rappelle juste, et je m'en excuse par avance, que donc, à l'intérieur, le port du masque est obligatoire. Donc, voilà, c'est pas nous qui décidons des règles et on espère que ça va s'améliorer dans les semaines ou mois qui viennent, mais pour l'instant, on n'a pas le choix. Donc voilà, je laisse la parole à Thomas qui va animer cette table ronde. Merci beaucoup Lounès. Merci à la base de nous accueillir ce soir. Et merci à vous d'être présents pour effectivement donc, cette table ronde qu'on a intitulée « En finir avec l'exploitation animale », sachant que d'ici la fin de cette table ronde, si j'en crois les calculs de Jean-Marc, 180 millions d'animaux auront été tués par la main de l'homme, ce qui veut dire qu'on a un sacré challenge à relever ensemble. Je suis donc Thomas Bou, le fondateur de la maison d'édition Rue de l'Échiquier, qui est l'heureux éditeur de Jean-Marc pour ce livre, Carnage, pour en finir avec l'anthropocentrisme. Nous avions publié de Jean-Marc l'année dernière Ne plus se mentir, le petit livre vert de tous ceux qui s'intéressent de près ou de loin à l'écologie. Il est toujours disponible évidemment. Nous sommes un éditeur très spécialisé sur les questions d'écologie. Nous existons depuis 11 ans. On publie essentiellement des essais qui sont soit des essais de référence sur ce sujet comme les limites à la croissance, le fameux rapport Meadows, biomimétisme de Janine Bénus ou encore Permaculture de David Holmgren. Je remercie Agnès Elkaïm qui est dans la salle et qui a traduit certains de ces ouvrages. On publie aussi des ouvrages qui sont des essais d'intervention ou de vulgarisation, comme les livres d'Olivier Rasmont, Le pouvoir de la pédale ou Comment la France a tué ses villes. Depuis quelques années, on a diversifié notre production. On fait également de la bande dessinée, toujours sur ces sujets, mais aussi depuis 1 an et demi, de la fiction. Et on a en particulier publié Ecotopia d'Ernest Callenbach, qui est un livre culte pour tous ceux qui s'intéressent à l'écologie, qui est une utopie, une semi-utopie écologique. Et on vient de faire paraître d'ailleurs ce nouveau roman, Les Tentacules de Rita Indiana, une autrice caribéenne. Voilà, j'en reste là pour Rue de l'Échiquier. Je vais vous présenter donc nos deux intervenants. Je remercie vraiment d'être là, puisque Jean-Marc, qui est l'auteur de Carnage, nous vient de La Réunion. Spécialement pour la promotion de ce livre, et Lamia Essemlali qui court beaucoup actuellement pour défendre la cause de Rewild. Je vais y revenir. Donc d'abord Jean-Marc a un parcours long de militant. Je pense que ce qui d'ailleurs vous caractérise l'un et l'autre aujourd'hui, c'est d'être des acteurs de terrain, des activistes de terrain. Vous savez de quoi vous parlez puisque vous êtes confrontés jour après jour à la réalité, en particulier de l'exploitation animale et de la façon de lutter contre celle-ci. Donc
Donc Jean-Marc a été le cofondateur de Darwin Écosystème. Pour ceux qui connaissent Bordeaux, c'est un lieu désormais incontournable de la vie bordelaise, un lieu d'expérimentation, un tiers-lieu. Mais aussi, donc Jean-Marc a créé et cofondé une association qui s'appelle La Suite du Monde, qui, elle aussi, essaye de développer d'autres façons de nouer des relations avec le monde vivant. Peut-être que Jean-Marc, tu pourras revenir aussi sur l'expérience de La Suite du Monde. Voilà, aujourd'hui, tu es à La Réunion, tu travailles pour une ONG qui s'appelle Globis et qui s'intéresse tout particulièrement au sort des baleines dans l'océan Indien et jusqu'en terre australe. Voilà, donc après Ne plus se mentir, qui était un petit exercice de lucidité par temps d'effondrement écologique, tu as choisi d'écrire Carnage sur le sujet qui t'importe, je crois, le plus, la cause animale. Lamia, tu mènes toi aussi un combat depuis déjà très longtemps pour cette cause animale. Tu es co-directrice de Sea Shepherd Global et aussi fondatrice surtout de la branche française de Sea Shepherd France, donc association qui a été ONG, qui a été créée par Paul Watson en 1977 et qui justement lui aussi, enfin qui est une ONG qui s'est beaucoup emparée de ce sujet-là, qui a mené des bagarres, des combats contre en particulier des bateaux baleiniers japonais, qui lutte aujourd'hui contre le sort fait à un certain nombre d'espèces marines sur les îles Féroé, mais aussi en France contre le massacre de milliers de dauphins sur nos côtes, et j'en passe. Vous êtes tous les deux unis aujourd'hui par le fait d'avoir fondé une nouvelle association qui s'appelle Rewild et qui, entre autres faits d'armes, a choisi de racheter un zoo en Bretagne pour le transformer en lieu d'expérimentation, de réhabilitation du monde animal. Voilà, je ne sais pas si vous avez envie d'ajouter quelque chose sur vos biographies respectives. Voilà, donc j'aurais juste envie, avant de vous poser une première question, et pour nous mettre dans l'ambiance, de vous lire un petit extrait de Carnage, puisque beaucoup d'entre vous vont l'acquérir ou l'ont déjà acquis ce soir. Mais il me semble intéressant de citer toujours un auteur avant de l'interroger. Donc je lis un extrait, j'en ai pour 2 minutes 30, mais je pense que ça permet de poser vraiment les termes du débat. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, rien qu'en 2012, le nombre d'animaux terrestres élevés et mis à mort dans le monde pour l'alimentation se montait à quelques 67 milliards. 67 milliards. 62 milliards de poulets, 1,47 milliard de porcs, 648 millions de dindes, 545 millions de moutons, 444 millions de chèvres, 300 millions de vaches et veaux. Mais ce n'est presque rien comparé à ce qui se trame sous l'eau. Un recensement portant sur les poissons sauvages et les poissons d'élevage établit les prix à plus de 1000 milliards chaque année. 1000 milliards. Ces chiffres hallucinants signifient que l'espèce humaine tue consciemment, volontairement, chaque minute dans le monde, plus de 2 millions d'animaux. Autrement dit, qu'elle massacre en une semaine 50 fois plus d'animaux que l'ensemble des victimes humaines de toutes les guerres de l'histoire de l'humanité. De tels chiffres dépassent l'entendement. Ils n'intègrent pourtant que certains animaux vertébrés destinés à la consommation des hommes. Ils n'incluent pas les insectes, que les pratiques agricoles intensives déciment consciencieusement, ni les oiseaux, qui en sont autant de victimes collatérales, ni les micro-organismes des sols et des abysses de plus en plus pollués et ravagés, ni la grande faune chassée, braconnée ou sujette au trafic, ni les innombrables victimes non humaines de l'urbanisation, de l'extraction, de la déforestation, du réchauffement climatique et de la pression démographique galopante des hommes. Homo sapiens a colonisé la planète et enclenché la 6e extinction massive des espèces. La biodiversité décline à un rythme sans précédent. La disparition d'un tiers des oiseaux des campagnes françaises en 15 ans, celle de 80% des insectes des plaines d'Allemagne en moins de 30 ans, celle de 88% des grands animaux d'eau douce dans le monde, ou encore le déclin de 40% des vertébrés sauvages terrestres en seulement 40 ans, confirment une tendance que rien ne semble arrêter.
le taux d'extinction des espèces pourrait être 100 à 1000 fois plus élevé que lors des précédents épisodes de disparition massive. L'influence de l'être humain est toujours plus prégnante sur son environnement et conduit inlassablement à l'éradication pure et simple de milliers d'espèces. Depuis l'arrivée de l'homme sur Terre, on estime qu'au moins 2% de l'ensemble des espèces vivantes se sont éteintes et l'on pourrait rapidement atteindre les 75% si rien n'est fait pour enrayer le déclin actuel. Alors justement, ma première question, Jean-Marc, c'est pourquoi as-tu eu envie d'écrire ce livre et comment effectivement enrayer ce déclin ? Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là si nombreux, ça fait vraiment chaud au cœur. Il y en a certains que je vois pour la première fois physiquement. On s'est parlé derrière des écrans interposés, c'est souvent le cas parce qu'on se réunit beaucoup par les réseaux et c'est tant mieux puisqu'on n'est pas tous au même endroit. Et effectivement, si j'ai voulu écrire ce livre, c'est parce qu'il m'a semblé qu'on abordait souvent la question animale selon des axes, des angles, des segments particuliers, assez isolés des autres, que tantôt on parlait d'alimentation, que tantôt on parlait de captivité, que tantôt on allait parler de braconnage, qu'encore ailleurs on allait parler de l'impact des pesticides, et que finalement on n'avait jamais un tableau global de notre extrême cruauté et de la diversité des moyens qu'on exerçait à l'encontre de toutes les formes de vie sauvage ou domestique qui existaient sur cette planète. Donc l'idée, c'est pas de se complaire à dresser un tableau apocalyptique, c'est tout simplement d'en essayer d'en saisir l'ampleur et d'en mesurer la profondeur. Il y a une notion que maniait beaucoup mieux que moi un philosophe bien connu, qui s'appelle Günther Anders, qui parlait de supraliminaire. C'est-à-dire c'est un concept qui décrit quelque chose qui est insaisissable pour l'esprit humain. De la même façon qu'on ne peut pas se figurer l'immensité de l'espace, je crois qu'on n'arrive même pas à imaginer l'ampleur du carnage, puisque c'est le bon terme, je crois, qu'on réalise chaque minute, chaque heure, chaque année, et ce depuis la nuit des temps. C'est pas nouveau en fait. On n'arrête pas de le faire depuis qu'on est là. Et ça prend aujourd'hui des proportions qui nous menacent directement. Et souvent qu'on occulte parce que on baigne dans une culture anthropocentrée. Hein, l'homme est toujours supérieur, au-dessus, plus intelligent. Ça qui finalement s'arroge des droits de vie et de mort sur tous les autres. Et puis on est fondamentalement spéciste. Hein, la notion d'antispécisme, vous la connaissez pour certains, elle se diffuse de plus en plus. En gros, bah voilà, on trouve justifié d'exercer des discriminations à l'encontre d'êtres vivants qui ne sont pas de notre espèce. Et tout ça participe à une forme d'invisibilisation de quelque chose qui devrait tous nous offusquer, nous rendre honteux, qui est finalement cette capacité à tout ravager. Et notamment ce qui nous fait vivre. Donc on pourrait le considérer comme quelque chose de aujourd'hui dangereux au regard de notre intérêt bien compris, mais on peut aussi considérer que chaque être vivant sur cette planète a une valeur intrinsèque, qu'il a autant le droit de vivre que nous, et que ce qu'on fait subir à ces victimes innocentes depuis des millénaires doit cesser. Voilà. Donc très modestement, cet ouvrage tente d'apporter sa pierre à l'édifice de tous ceux qui aujourd'hui luttent pour que les intérêts des autres vivants soient pris en considération comme ils le méritent, indépendamment des services qu'ils nous rendent, tout simplement parce qu'on partage un espace commun, qu'on est tous liés les uns aux autres, et qu'à s'entretuer, on va finir tous par disparaître. Voilà. En gros, c'est le message du bouquin. Et je te remercie de me donner l'occasion de le développer avec une volonté d'être non pas dans le pathos, non pas dans la morale, mais dans une tentative extrêmement factuelle, froide, brute, de faire un inventaire de ce que je viens de vous décrire très sommairement, de montrer à quel point c'est inique, injuste, immoral, absurde, et qu'il existe malgré tout des façons, si ce n'est d'inverser les choses. Je ne suis pas d'un naturel très optimiste, mais au moins d'avoir une certaine dignité aujourd'hui et d'exercer notre pleine humanité comme on aurait dû le faire depuis toujours, ou du moins depuis qu'on sait ce que ressentent les animaux, puisqu'aujourd'hui on sait que comme nous, qui sommes des animaux,
Ils sont sentients, c'est-à-dire qu'ils éprouvent des émotions, ils éprouvent de la peur, de l'effroi, de la souffrance, qu'ils ont envie de vivre, qu'ils aiment leur progéniture, qu'ils communiquent entre eux, enfin bref, exactement comme nous, avec des degrés différents, mais selon une nature équivalente. Voilà. Donc ce bouquin, c'est cette tentative-là, qui est volontairement radicale, parce que des demi-mesures, comme on les mène aussi en matière d'écologie, ne mènent nulle part. Et donc il assume un parti pris très engagé, quand bien même il relève parfois même beaucoup de l'utopie. Mais en tout cas, je crois qu'aujourd'hui, c'est la seule façon, en tout cas, de le revendiquer si on veut qu'il y ait des changements au regard de ces problèmes-là. Et j'en profite vraiment pour remercier Lamia aussi d'être présente ce soir, de faire ce qu'elle fait depuis tant d'années, de m'avoir permis d'être à leur côté pour apporter aussi une contribution au combat de Sea Shepherd. Et je suis honoré que Paul Watson ait accepté de préfacer cet ouvrage, puisque c'est une figure effectivement que j'admire et qui m'influence depuis maintenant, peut-être pas 77, parce que j'ai 7 ans, mais depuis un certain temps. Voilà, merci 1000 fois. Merci Jean-Marc. Lamia, ce qui n'est pas utopique, c'est la nature des combats que tu mènes au quotidien avec Sea Shepherd d'abord, avec Rewild aujourd'hui. Le livre de Jean-Marc te semble apporter quelle pierre à l'édifice? Comment tu la décrirais si effectivement tu as pu en faire la lecture? Est-ce que tu penses qu'effectivement ce livre contribue à une prise de conscience qui semble quand même monter? Je ne sais pas quel est votre avis, mais on voit qu'il y a aujourd'hui quand même des débats de plus en plus forts sur le vivant et sur la nécessité de le respecter davantage, sans que pour autant les pratiques changent. Mais est-ce que tu as envie de réagir déjà à la lecture du livre que tu as pu faire? Bonsoir tout le monde. Ça me fait très plaisir d'être là à côté de toi aussi, Jean-Marc. Et je suis très contente que Paul ait préfacé le bouquin. Et je trouve qu'il a fait une super préface qui colle tout à fait pour le coup au sujet. Je pense que c'est un livre qui nous oblige à regarder les choses en face, en fait. Et on est dans une société où on crie très facilement à la culpabilisation. Il faut surtout pas culpabiliser les gens. On a tendance à justement à vouloir, sans faire de mauvais jeu de mots, à noyer le poisson. Bon là, c'est brut de décoffrage. Et ça nous oblige à nous responsabiliser, en fait. Et en même temps, il y a cette difficulté-là qu'effectivement, c'est difficile de se rendre compte quand on parle de dizaines de millions de chèvres, de milliards de poissons. C'est complètement abstrait. Puis pour les poissons, c'est encore pire parce que on parle de milliards, mais d'habitude, on parle en tonnes. Donc voilà, c'est comme ça qu'on fixe les quotas. Pour les poissons, on parle de stock. On n'en est heureusement pas là pour les girafes ou les chiens. Non pas que ça aille mieux pour autant pour les girafes, mais ça en dit long aussi sur notre rapport aux poissons qui sont même pas considérés comme des animaux et qui ont l'inconvénient d'être en plus dans un milieu qu'on connaît pas bien, donc l'océan. Et du coup, avoir un inventaire comme ça, assez complet, ça permet de poser les choses. Et puis après, qu'est-ce qu'on en fait, effectivement, parce que le but, effectivement, c'est pas de dresser, comme tu dis, un tableau apocalyptique, même si ça ressemble quand même pas mal à l'apocalypse. Qu'est-ce qu'on en fait de ça? Qu'est-ce qu'on en fait? On peut en ressortir avec une rage qui peut être un moteur, et on peut en ressortir aussi avec un certain apitoiement. Et je pense qu'il faut faire attention à ne tomber ni dans l'excès d'optimisme en se disant on va y arriver et finalement c'est grave mais c'est pas trop tard, ni dans un excès de pessimisme qui peut nous frapper quand on entend ces chiffres-là et quand on voit ce qui nous attend. L'idée, c'est que pour tous ceux qui ont du mal à supporter l'injustice, qu'ils se rendent compte que l'injustice ultime, finalement, elle est là, elle est dans le spécisme. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti depuis toute petite. Même si je ne mettais pas de mots là-dessus, je n'ai jamais compris qu'on fasse autant de différences, qu'on hiérarchise autant la souffrance de certains êtres uniquement en fonction de l'espèce à laquelle ils appartiennent. Et c'est fondamental parce que c'est de cette injustice-là que tous les autres découlent, comme le dit très bien Milan Kundera. Et c'est pas un sujet secondaire, c'est pas un sujet anecdotique, et ça n'est certainement pas quelque chose sur lequel on doit se pencher une fois qu'on aura résolu toutes les injustices entre nous, parce que on se sera déjà tous entretués
il y aura déjà plus rien, qu'on sera toujours en train de s'entretuer. Voilà. Donc c'est un pavé dans la mare d'inconscience. Et après, voilà, toute la question, c'est quand on a lu ça, qu'est-ce qu'on en fait? Et c'est un très bon outil déjà pour tenter de prendre un peu la mesure du carnage. Jean-Marc, justement, on peut facilement, et tu l'entends souvent, te reprocher de finalement jouer sur la peur, de créer une sorte d'état de sidération chez ton lecteur par la description très factuelle, chirurgicale de la situation dans laquelle on se trouve. C'était déjà le cas avec Ne plus se mentir. Qu'est-ce que tu peux répondre à tes détracteurs quand on t'accuse justement finalement de cultiver une sorte de vérité qui est insupportable à entendre? Déjà, c'est pas ma vérité, c'est la vérité des scientifiques, c'est la vérité des chiffres, c'est la vérité des faits. C'est une recension de ce qu'il se passe et ce que relatent les organes de presse bien renseignés. Et donc, c'est une tentative de réveiller par, je dirais, une exposition à, comme tu le dis, quelque chose d'extrêmement violent, d'une certaine façon, mais qui est notre réalité, ultra violente. Donc, il n'y a pas de volonté de l'atténuer, il n'y a pas la volonté de l'amortir. Mais il y a effectivement la volonté de provoquer un électrochoc, parce que chez moi, ça fonctionne. C'est comme ça que je me suis éveillé à un certain nombre de sujets. Ça a toujours été en me confrontant à une forme de réalité que j'ai eu envie de réagir, mais dans un sens qui ne soit pas celui de l'abattement, mais du combat. Voilà, même si ce terme est un peu galvaudé. En tout cas, d'entreprendre des choses pour remédier à des situations dont il ne faut pas occulter la noirceur ou la profondeur, parce que ce n'est qu'en les voyant telles qu'elles sont, dans leur extrême sombritude, comme dirait l'autre, qu'on arrive à mettre en face des réponses à la hauteur des enjeux. C'est ce que je reprochais notamment au mouvement écolo dans Ne plus se mentir, c'est que justement on était bercé d'illusions, de pensées magiques, de représentations qui avaient toujours tendance à nous déculpabiliser, à nous dire qu'il était encore temps, à stimuler le positif, qui est nécessaire évidemment, mais au détriment d'une lucidité sur l'état des choses. Et ça, je pense que c'est un piège mortel, et que souvent on a tendance à se donner bonne conscience, justement en évitant de regarder le tableau et la grande image telle qu'elle est dans toute sa diversité. Voilà. Donc c'est une tentative, de la même façon qu'elle a été faite une fois de plus avec humilité, et ça vaut ce que ça vaut, et bien sûr on peut critiquer plein de choses, mais c'est une tentative de le faire sur la cause animale avec la big picture, quoi, avec la grande image de l'exploitation intensive, et en remettant les choses à leur place. Un exemple, par exemple, et Lamia, on est complètement sur cette même longueur d'onde. On voit des ONG comme Bloom, comme Zéa ou comme d'autres en train de se lamenter sur la fin de la petite pêche artisanale. Pour moi, c'est hallucinant, quoi. La petite pêche artisanale, elle prélève, c'est-à-dire qu'elle pêche, tue, massacre autant de poissons que la pêche industrielle pour l'alimentation humaine chaque année dans le monde. Je dirais, la petite pêche, par la densité de sa présence dans les océans, par la fréquence de la pêche, même en côtier, elle vide les océans aussi sûrement que la pêche industrielle, qu'on a tendance à diaboliser, et en oubliant, et parfois en mythifiant ce qui est bien, soi-disant, dans la petite pêche artisanale. Idem dans l'élevage. On stigmatise, souvent à juste titre, l'élevage industriel, en oubliant que le couteau qui fait de la viande bio, il tranche la gorge aussi sûrement que celui de la ferme-usine. Voilà. Donc il y a une réalité qu'on ne veut pas voir, et on se laisse souvent bercer par des discours dominants, par l'air du temps, par des intérêts puissants qui nous font croire que la situation n'est pas aussi sombre qu'elle ne l'est. Voilà. Donc l'idée, c'est pas non plus de se complaire dans le pessimisme et la déprime, loin de là, mais c'est d'avoir tout simplement une conscience des choses pour pouvoir réagir avec les armes
qui sont celles que nous opposent ceux qui sont en train de détruire cette planète. Je ne sais pas si Lamia, tu veux réagir aux leviers justement qui permettent d'entrer en militance, par exemple. Est-ce que tu as l'impression que la peur ou la prise de conscience à laquelle nous amène Jean-Marc peuvent être effectivement mobilisatrices au sein de Sea Shepherd France, par exemple? Quels sont, te semble-t-il, les leviers les plus importants pour entrer en combat, en résistance? Nous, on a un modus operandi qui est particulier dans le sens où, comme on est une organisation de terrain, on se confronte directement aux choses. Et pour citer Paul Watson, il dit « Une baleine qui se fait harponner, ça n'est pas une histoire, mais des gens qui risquent leur vie pour sauver cette baleine, ça devient une histoire. » Et donc, c'est de voir des gens engagés, déterminés, qui sont prêts à prendre des risques pour une cause, qui permet aussi d'interpeller les gens. Après, il y a mille et une façons de s'engager. On n'est pas obligé d'aller sur un bateau et de risquer sa vie face à des braconniers. Mais même si on ne le fait pas, c'est un mode d'action qui laisse pas indifférent et qui du coup permet de braquer des projecteurs sur des problématiques qui passent à la trappe habituellement. Et sur la question des baleines et des dauphins notamment. Et je fais la boucle avec ce que disait Jean-Marc sur la petite pêche, parce que c'est un sujet, pour le coup, très présent avec ce qui se passe avec les dauphins en France notamment. Oui, très clairement, les petits bateaux de pêche, des petits bateaux qui se catégorisent comme artisanaux, font un carnage au niveau des dauphins. Évidemment que les navires-usines sont une aberration et qu'ils devraient être interdits. Il n'y a pas débat là-dessus. Mais le risque, c'est de penser qu'en fait... les petits bateaux qui font de la pêche locale, il n'y a pas de problème. Et nous, depuis qu'on dénonce ce qui se passe avec les dauphins en France, qui est le pays qui tue le plus de dauphins en Europe, on a parfois des réactions qui sont justement dans la demi-mesure, qui sont de dire dans ce cas, moi je vais acheter du poisson que au petit gars qui fait de la pêche locale à côté de chez moi. Et non, en fait, tous ceux qu'on a filmés là sur ces dernières semaines, ce sont des petits bateaux qui font de la pêche locale, dont un qui a tué 5 dauphins en 24 heures, qui a remonté 49 requins en un coup de filet, qui en a pêché 25 autres le lendemain, qu'il a balancé par-dessus bord. Quand vous le voyez au port, c'est des petits bateaux artisanaux, image d'Épinal, ceux pour lesquels il faut se battre, sauver les petits métiers, etc. Non, ça fait partie du problème. Et donc, il est important d'avoir un point de vue, un positionnement radical. Et c'est bien qu'il soit assumé parce que en fait, la situation l'exige. Et il faut vraiment se méfier des fausses bonnes solutions, des fausses pistes, des demi-mesures qui en fait nous font perdre un temps qu'on n'a plus. On n'a plus le droit de se planter. Là. On n'a plus le droit de se dire qu'en fait, en faisant juste ça, on va y arriver parce que on est en train de perdre les dernières secondes qu'on a en fait pour lutter. Donc oui, un point de vue radical, des solutions radicales pour être à la hauteur de l'enjeu, en fait. Donc, c'est en ça que je trouve qu'un bouquin sans faux semblant qui cherche pas à épargner non plus la sensibilité des gens, mais qui met les choses sur la table, c'est fondamental. La question après, encore une fois, c'est ce que les gens en font. Autre reproche, je me fais l'avocat du diable, c'est un comble, puisque je suis l'éditeur de ce livre, mais... Voilà. Ce serait éventuellement que ton point de vue, ou que ce point de vue que vous défendez ensemble, soit occidentalo-centré, comme si effectivement cette réalité que tu décris de la pêche artisanale, c'était bien beau pour nous qui avons finalement d'autres moyens de nous nourrir que d'accéder à cette pêche-là. Qu'en est-il pour effectivement des populations qui vivent en bord d'océan et qui n'ont pas obligatoirement d'autres solutions pour se nourrir que la pêche artisanale? Justement. Oui, justement. Vas-y. Justement, très clairement, c'est aussi pour ces populations-là qu'il faut que nous, on lève le pied, parce qu'il y a assez de poissons dans l'océan pour nourrir ceux qui en ont un besoin vital, et il n'y en a pas assez pour la majorité, l'écrasante majorité de ceux qui pourraient s'en passer. Aujourd'hui, quand on prend les chiffres de la pêche mondiale, 2% seulement correspond à de la pêche de subsistance. C'est-à-dire que sur 98%, on est sur de la pêche commerciale, donc qui répond à une activité économique, qui en plus est sous perfusion de subventions, etc., ou à de la pêche illégale.
Donc encore une fois, le problème, c'est pas ceux qui ne peuvent pas se passer de poisson. Au contraire, eux sont victimes en plus de notre appétit gargantuesque, parce que nous, Sea Shepherd, on travaille de plus en plus avec des pays africains. Là, on a des partenariats avec, on est à 8 pays africains, donc qu'on aide à protéger leurs eaux territoriales. Mais les petits pêcheurs locaux, ils revoient le poisson arriver depuis qu'on est là, alors qu'ils se font littéralement piller par les navires étrangers, notamment ceux qui ramènent le poisson qui est vendu dans nos poissonneries. Donc c'est encore une fois c'est cet argument complètement hypocrite qui est de dire non mais en fait l'écologie c'est un truc de riche. C'est d'abord et avant tout un problème pour les pauvres. Ça sera un problème pour tout le monde, mais les premiers sur la ligne c'est les pauvres. Donc la pêche artisanale déjà elle n'a pas la même définition. En Afrique ou ici. Là, ici, un chalutier de 15 ou de 16 mètres qui peut pêcher 4 tonnes de poissons en un coup de filet, on vous dit que c'est de la pêche artisanale locale. Donc voilà. Jean-Marc, tu veux compléter ça ? Non, c'est parfait, c'est exactement l'exemple que j'allais prendre. Mais plus globalement, de manière générale, ce qu'on développe systématiquement, même avec ce genre de reproches, c'est bien sûr, il faut l'entendre. Évidemment, certains n'ont pas le choix. Évidemment, dans des endroits extrêmement arides où les végétaux ne poussent pas, le bétail est indispensable. La petite pêche côtière l'est tout autant. Et c'est bien sûr, comme l'a dit très justement Lamia, pas répréhensible et pas condamnable. Mais ça ne concerne qu'une fraction infime de l'humanité, laquelle pourrait très bien avoir des alternatives à ce gigantesque carnage, dans la mesure où on sait pertinemment aujourd'hui, méta-analyse à l'appui, multiples publications scientifiques à l'appui, que l'alimentation carnée ne nous est plus indispensable, mais plus du tout, depuis qu'on sait synthétiser la B12, depuis que des centaines de millions de personnes dans le monde vivent très bien sans une seule protéine issue de chair animale, qu'on peut faire autrement. Mais cette culture dominante nous amène systématiquement à considérer que ces ressources, puisque c'est comme ça qu'on les nomme, sont à notre disposition. Et on privilégie toujours notre égoïsme gustatif sur la vie d'être vivant. Donc cette vision-là d'un monde qui est là à notre disposition, dans lequel on n'a qu'à piocher pour satisfaire des besoins qui sont plus vitaux, et toujours cette vision qui prédomine, qui imprègne notre culture et dont il faut impérativement qu'on sorte. Sinon, on aura toujours des justifications à aller prélever, tenter plus jusqu'au dernier poisson et en asservissant encore plus d'animaux, puisqu'aujourd'hui, c'est plus simplement les vieux animaux de rente qu'on connaît tous qui sont bétaïsés, comme je le dis dans le bouquin, mais de plus en plus d'animaux sauvages qui maintenant sont l'objet de production pour servir soit la pharmacopée asiatique, soit les besoins occidentaux. Voilà, donc c'est sans fin, ça n'arrête jamais. Et je crois qu'il faut vraiment qu'on change de paradigme et qu'on change cette vision-là, quoi. Alors justement, je passe directement à la troisième partie de ton livre. Comment stopper cette 6e extinction ? Que faire ? Est-ce que vous voyez aussi une évolution de la façon de combattre ? Est-ce qu'il y a aujourd'hui des modes opératoires qui se révèlent plus efficaces que d'autres en tant que militants l'un et l'autre ? Je vous laisse répondre. Oui, déjà... je pense avoir fait la preuve que les solutions n'étaient pas forcément radicales pour déjouer, on va dire, cette tendance mortifère. Il y a quelque chose qui est extrêmement simple à faire, qui est gratuit, que tout le monde peut faire du jour au lendemain, que personne ne peut nous contraindre à ne pas faire, tout simplement plus bouffer d'animaux, quoi. Enfin, c'est d'une simplicité biblique et ça a un effet massif. Un effet massif, d'une part, sur les fameux animaux qu'on ne mangera pas, mais par ailleurs, sur les impacts collatéraux que leur élevage ou leur aquaculture suppose, à savoir la déforestation massive, l'asphyxie des milieux ou la prolifération des antibiotiques qui ont d'autres effets sur encore d'autres espèces. Donc, un simple geste accessible à tous, possible pour chacun ou quasiment, sauf contre-indications médicales qui sont rarissimes, nous permet d'avoir un impact phénoménal sur le sujet. Et ça, c'est pas de l'activisme qui nous met en danger, aucunement.
Ça ne nécessite pas de courage particulier. Juste de s'extraire d'une représentation mentale qui voudrait que il faut absolument manger de la viande pour être fort, boire du lait pour avoir du calcium, des poissons pour avoir de l'iode, et puis que sais-je encore, il faut absolument perpétuer une culture et des traditions qui aujourd'hui sont précisément celles qui nous tirent dans le gouffre, quoi. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement simple. Il n'y a pas besoin d'aller monter sur un bateau de Sea Shepherd ou d'aller avec les Rangers pour contrer des braconniers surarmés pour inverser la donne. C'est aussi à notre portée. On est dans une réponse individuelle ou à la question posée. Oui, mais une fois de plus, faut pas opposer forcément l'action individuelle et l'action collective. Quand bien même j'avais largement décrié l'action individuelle dans mon précédent ouvrage. Je pense que là, en l'occurrence, pour ce qui est du spécisme, ça a un sens profond. Et surtout une cohérence et un alignement de nos convictions qui fait sens et qui a de l'effet immédiat. Donc, une fois de plus, voilà, arrêtons de penser que c'est compliqué. C'est accessible à un bébé. Lamia, tu veux compléter cette réponse ? Oui, non, je suis assez d'accord. D'ailleurs, quand les gens me demandent qu'est-ce qu'on peut faire pour aider Sea Shepherd, avant de leur dire faites un don à Sea Shepherd, je leur dis posez-vous la question de savoir si le poisson qui est dans votre assiette est vital pour vous ou pas. Et si c'est pas le cas, laissez-le dans l'océan. C'est vraiment le meilleur service que vous puissiez nous rendre. Et ça vaut évidemment aussi pour la viande. Mais on a tendance à avoir les gens ont davantage pris conscience du problème avec la viande. Pour les poissons, il y a encore du chemin. Et d'ailleurs, il y en a qui ont arrêté la viande et se rabattent sur le poisson. Donc la fausse bonne idée, vraiment. Et donc voilà, c'est vrai qu'il y a énormément de choses qui passent par l'assiette et c'est ambivalent parce que c'est effectivement un choix très individuel, mais en même temps c'est parce qu'on a dans son assiette qu'on a le plus gros impact sur la planète. Donc en fait il y a une responsabilité collective et c'est simple, c'est à la portée de tout le monde, de chacun et c'est vraiment le point de départ à mon sens le plus important. Et je pense que la deuxième chose à faire, c'est de se laver le cerveau, c'est de se libérer de la propagande, de la manipulation d'une société industrielle qui fait de l'exploitation animale un business dans tous les domaines, que ce soit celui du divertissement, que ce soit celui de la captivité, que ce soit celui de l'alimentation, ou tant d'autres encore que j'oublie là en les énumérant. Mais systématiquement, derrière ça, il y a des justifications qui sont multiples, en passant par celles des pauvres Africains qui n'ont pas assez à manger, en allant jusqu'à des choses hallucinantes, notamment sur les eaux, et je pense qu'on pourra y revenir avec Lamia sur Rewild. Quand on voit à quel point l'industrie des eaux est puissante et je vais presque dire consanguine avec le pouvoir pour faire perdurer des choses qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui au XXIe siècle et qui façonnent des représentations par de multiples moyens, on se rend compte à quel point on est là dans des imaginaires qui sont artificiels et qu'il faut déconstruire. Et lorsqu'on s'y attaque, on voit à quel point c'est violent, à quel point c'est puissant, à quel point c'est concerté. Et je salue vraiment le courage de Rewild, dont je suis qu'une toute petite pièce, mais de Lamia et Jérôme et d'autres qui sont vraiment au front et qui se coltinent l'industrie de la captivité au quotidien avec des procédés de diffamation, des contre-vérités permanentes, des accusations non fondées, des intimidations permanentes, où on voit qu'on est là face à un système, où c'est là finalement que la dimension collective va prendre tout son sens. Parce que politiquement, malheureusement, on a un pouvoir qui protège et encourage ces pratiques-là. Donc c'est extrêmement compliqué, mais il faut déjà, justement, et j'espère, grâce à des ouvrages comme celui-là, parmi tant d'autres, déconstruire un discours dominant pour agir. Alors justement, la transition est toute trouvée. Est-ce que, parce que tu évoques Rewild, dont j'ai dit 2 mots en introduction, peut-être que Lamia, tu peux raconter cette histoire incroyable que vous êtes en train de mener ensemble et qui vous a fait donc effectivement racheter un zoo. Peut-être que tu peux remonter au début de l'aventure pour ceux qui ne la connaissent pas et on t'écoute.
Oui, donc effectivement, Rewild est né d'une volonté en fait d'essayer d'enrayer le trafic d'animaux en France. Parce qu'aujourd'hui, le trafic d'animaux, c'est le 3e trafic mondial après la drogue et les armes. La France, au niveau européen, est une plaque tournante pour les animaux victimes de trafic. Et à l'heure actuelle, il n'y a pas de structure qui existe pour accueillir ces animaux et leur donner, à ceux qui le peuvent, une chance de réensauvagement ou de sanctuarisation. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe en fait quand la justice a identifié des trafiquants d'animaux? Eh ben, soit elle leur laisse les animaux parce qu'ils savent pas où les mettre, soit dans le meilleur des cas, quand ces animaux ont de la chance, ils terminent leur vie dans un zoo. Donc de toute façon, pour eux, c'est terminé, c'est la captivité à vie. Tout ça parce qu'il n'y a pas de structure qui permette de récupérer ces animaux et de travailler à leur réhabilitation, avec des cas plus ou moins simples en fonction de l'histoire de l'animal, et de leur proposer en fait un retour, soit à la nature en milieu naturel, soit dans des zones sanctuarisées, mais dans lesquelles ils ne seront pas exploités, puisque quand ils sont dans les zoos, ils terminent dans des conditions qui sont souvent catastrophiques, et là il y a encore un gros travail d'éducation à faire du grand public par rapport à ça, et ils sont exploités puisqu'ils rejoignent le chiffre d'affaires du zoo, qui se place comme sauveurs parce qu'ils ont récupéré des animaux victimes de trafic. Il faut savoir qu'aujourd'hui, si les zoos n'ont plus accès aux animaux de trafic, de 10 à 15 ans, il n'y a plus de zoos. Parce qu'ils ont un taux de mortalité qui est tellement important que, en fait, les zoos se vident. Et le problème avec l'industrie de la captivité, notamment les zoos, c'est que pour l'instant, ils passent entre les mailles des filets. C'est-à-dire qu'on commence à comprendre quand même que un éléphant qui fait le poirier dans un cirque, c'est problématique. C'est pas de la conservation, c'est pas de la protection animale. Par contre, l'alibi de la conservation, de la protection des espèces qui est arrosée et vendue par les zoos, ça marche encore assez bien, et c'est là-dessus qu'ils se basent pour justifier leur existence. Alors qu'en fait, les zoos ne font pas partie du problème, ne font pas partie de la solution, ils font partie du problème. Et quand on prend le temps de décortiquer tout ce qui se passe, quand on se rend compte qu'en fait, non, les animaux ne vivent pas plus longtemps dans les zoos. Un exemple emblématique, parce que on pourrait en parler toute la soirée tellement c'est un sujet énorme. Juste un exemple emblématique, les éléphants. Les zoos vous expliquent qu'en fait, les éléphants sont braconnés en Afrique. Heureusement qu'il y a des zoos pour garder des éléphants, etc. Il y a des études qui sont parues là-dessus, qui ont étudié l'espérance de vie, la longévité des éléphants en captivité et dans le monde naturel. Si on prend en compte le braconnage, ils vivent quand même 2 fois plus longtemps dans la nature que dans les zoos. Si on ne prend pas en compte le braconnage, c'est plus de 3 fois plus longtemps. Le zoo de Beauval, qui est la tête de gondole des zoos en France, qui est censé être la Rolls-Royce des zoos. 6 éléphants, dont 5 capturés dans la nature. Alors qu'ils nous font croire que non, ils ne prennent plus les animaux dans la nature, aujourd'hui ils font de la reproduction, et au contraire, c'est eux qui vont réensauvager le monde. Sauf que quand on a acheté le zoo en disant qu'on voulait justement faire du réensauvagement, ils nous sont tombés dessus mani militari en disant qu'on était une bande d'amateurs, ouais, non mais vraiment, on a tout eu. On nous a fait dire des choses qu'on n'avait pas dites. À les écouter, on allait ouvrir les cages et libérer les animaux du jour au lendemain. Enfin bon, bref. Mais le problème, en fait, c'est que nous, on a l'habitude de la confrontation avec Sea Shepherd, non ? Et quand Jérôme, qui est gérant de Rewild et cofondateur aussi, m'a dit bon, tu sais, là, on s'engage dans un truc qui va être très très, ça va secouer. Mais je m'attendais pas à ce que ce soit aussi violent. Je m'attendais pas à ce que l'industrie de la captivité soit une telle mafia qui a en plus avec elle toute la machine administrative, l'administration française qui est en train de sortir là le rouleau compresseur contre Rewild, qui a fait une mise en demeure il y a quelques jours contre Rewild sur la base d'arguments qui sont complètement fallacieux. À titre d'exemple, et je vais en garder qu'un parce que sinon il y en a plusieurs qu'on va tous démonter lors d'une conférence de presse vendredi, mais celui qui nous fait le plus de tort, qui est le plus injuste et qui est très rageant, c'est de dire que depuis qu'on est arrivé, il y a eu 2400 kilos d'animaux qui ont été envoyés à l'équarrissage. Et autrement dit, c'est un carnage depuis que Rewild est là, les animaux meurent, c'est une hécatombe, etc. Alors, en fait, quand on est arrivé, toutes les cales des frigos de cadavres étaient pleines. Entre autres, il y avait 2 lionnes, un phoque, 2 grands herbivores, etc. On a envoyé tout ça à l'équarrissage. Un rhinocéros est mort 1 semaine après qu'on soit arrivé. On a sorti son autopsie, son rapport d'autopsie et tout son dossier médical sur toutes les années précédentes. Il est mort clairement à cause de la captivité, puisque en fait, il est mort d'une maladie qui tue 1/3 des rhinocéros noirs en captivité. On a montré tout ça. Donc voilà, le rhinocéros, il faisait près d'1 tonne. Et ensuite, ils ont mis dans ces 2400 kilos
700 kilos de restes de nourriture d'animaux. Et ils ont mis aussi toute la tournée de l'équarrisseur dans toutes les fermes du coin qui a ramassé toutes les vaches mortes du coin. Et ils ont mis ça sur notre dos à nous. Voilà. Et ce qui est grave, c'est qu'en fait, les médias se sont fait le relais de ça. Et pas plus tard qu'il y a 1 heure, un journal comme Marianne sort un article qui reprend tous les propos diffamatoires du directeur de la DDP, donc des services vétérinaires, qui est à l'origine de cette mise en demeure diffamatoire. Et il fait un chapitre, un paragraphe sur ces 2428 kilos d'animaux morts sous la responsabilité de Rewild. Donc c'est monstrueux, en fait, de faire ça. Surtout qu'en plus, il lui aurait suffi d'appeler l'équarrisseur pour savoir que c'était faux. Et d'ailleurs, l'équarrisseur qui lui-même nous dit « Non, mais en fait, depuis que vous êtes là, on passe beaucoup moins vous voir. » Donc voilà. Mais calomnier, il en restera toujours quelque chose. C'est une guerre de communication. Là, très clairement, on a l'AFDPZ, donc c'est l'Association française des parcs zoologiques, dont le président est Rodolphe Delors, directeur du zoo de Beauval, qui est à la manœuvre, puisqu'ils se sont affichés de toute façon contre Rewild dès le départ. On a aussi l'Organisation européenne des zoos qui est contre Rewild dès le départ. Dans leur lettre de bonne année, ils ont fait tout un chapitre sur Rewild en disant que c'était le problème numéro 1 à résoudre pour l'industrie de la captivité. Pourquoi est-ce que Rewild est un tel problème ? Parce que si nous réussissons, et je ne doute pas que nous réussirons, nous faisons tomber le dogme selon lequel un animal né en captivité mourra en captivité. Si on fait tomber ça, c'est fini pour les zoos. Et donc là, très clairement, ils nous tirent dessus à boulet rouge. On nous a refusé l'aide Covid à laquelle on a droit. Il y a quand même 19 millions d'euros qui ont été débloqués par l'État pour aider les zoos, les cirques et les refuges. Nous, on avait le droit à 100 000 euros. On nous la refuse. Sous prétexte qu'on n'a pas de capacitaire ouverture au public. Mais on n'est pas ouvert au public. Donc en fait, on n'est pas obligé d'avoir un capacitaire ouverture au public. Mais ils se basent là-dessus pour nous refuser ça. Et la façon dont c'est repris par les médias, c'est de dire qu'on n'a aucun soigneur qui a un certificat de capacité. Ce qui est faux. On a des certificats de capacité qui prouvent qu'en fait, nos soigneurs sont en mesure de s'occuper des animaux. D'ailleurs, de toute façon, on a repris la même équipe qu'avant. Donc voilà, ça n'a pas changé. Simplement, c'est l'ouverture au public que nous n'avons plus. Mais voilà, mais les journalistes, enfin certains en tout cas, font pas du tout le job. Et on se demande vraiment pour qui travaille le journaliste qui a fait l'article diffamant sur Marianne. Quel est le but de couler Rewild, la question de monsieur ? La réponse, elle est dans si Rewild réussit, qu'est-ce qui se passe ? Si nous réussissons à faire ce qu'on veut faire, on démontre que les zoos mentent. Déjà d'une part parce que en plus on a dans l'équipe des gens qui travaillent depuis très longtemps sur la question du trafic animal et sur les liens qui existent entre les zoos et le trafic d'animaux. Donc on a énormément d'informations là-dessus qu'on va évidemment relayer, puisque l'objectif de Rewild, c'est à la fois de réensauvager ou sanctuariser les animaux, mais aussi d'alerter le grand public sur ce qui se passe en fait derrière cette industrie de la captivité. Et après, les gens feront leur choix. Est-ce qu'en sachant ça, ils continuent à aller dans un zoo ou pas ? Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vont au zoo, certes pour divertir leurs enfants, mais qui se disent qu'en plus, c'est cool parce qu'ils participent à la préservation des espèces. Or, c'est complètement faux. C'est une escroquerie, c'est une vaste escroquerie. Le zoo de Beauval, comme tu l'as bien écrit dans un post que j'ai repris dans le bouquin, d'ailleurs quasiment copié-collé, le seul, mais c'était éloquent. Le zoo de Beauval qui prétend faire de la conservation, c'est un des piliers qui justifie et légitime son activité, n'a pas reversé 1 euro depuis le zoo vers la conservation 2 années de suite. Et en révélant cet état de fait, aujourd'hui, ils sont en train de se bouger en communiquant sur le fait qu'ils vont réorienter 1% de leur chiffre d'affaires vers la conservation. Mais ils ne l'avaient pas fait avant. Si Rewild n'était pas en train de les pousser un peu, le statu quo serait là, rien ne changerait et ils pourraient toujours enfumer tout le monde en se basant sur les 3 piliers des zoos, qui sont la conservation, l'éducation et la science, et qui dans les 3 cas sont des échecs. Voilà. Donc ce que révèle Rewild, d'une certaine façon, c'est en fait ce modèle qui est en fait un business derrière lequel il y a des intérêts financiers et qui se base sur des arguments fallacieux, mais qui depuis très longtemps sont dans la culture de notre société et dont les gens ne perçoivent pas finalement les conséquences pour des individus victimes innocents, encagés toute leur vie, qui souffrent de multiples pathologies et qui sont dans un état de dépression aiguë pour tous, car ils sont
pour la plupart définitivement brisés par cette vie misérable, quoi. Voilà. Et ça par millions, puisqu'on ne parle pas simplement de Beauval, mais d'une industrie qui est présente dans le monde entier et qui a tendance d'ailleurs à se déployer en Chine, dans les delphinariums, notamment géants, et les opérations de capture d'animaux dans la nature n'ont pas cessé et perdurent. Voilà. Et grâce, si j'ose dire, ou à cause de ces établissements. On voit que des actions comme celle de Rewild sont aussi très innovantes, en fait. C'est une façon nouvelle de militer. Je pense à l'action d'une association, l'ASPAS, que tu connais sans doute, l'Association pour la protection des animaux sauvages, qui essaye aujourd'hui de créer des forêts en libre évolution. Je vous invite à lire le très bon nouveau livre de Baptiste Morisot, Raviver les braises du vivant, chez nos copains de White Project et d'Actes Sud, qui justement met en évidence cette façon-là d'essayer de se réconcilier, de nous réconcilier avec le vivant. Rewild, c'est effectivement une initiative tout à fait unique. Est-ce que vous voyez justement une évolution du type de combat et de la manière d'être militant aujourd'hui pour la cause animale ? Qu'est-ce que tu constates, peut-être Lamia, toi, autour de toi, sur ce plan ? Moi, mon curseur, c'est quand même Sea Shepherd, parce que voilà, quand j'ai commencé avec Sea Shepherd il y a une quinzaine d'années, on était quand même très largement perçus comme des marginaux, des fous, des terroristes, voilà. Aujourd'hui, on a beaucoup plus de sympathisants que d'opposants. Je pense que notre discours, notre philosophie est beaucoup plus entendue, mieux comprise. Et je pense que beaucoup de gens se rendent compte qu'en fait, on va pas y arriver simplement en demandant gentiment et en signant des pétitions. Et que c'est important d'être combatif. Parce que très clairement, en y allant juste la fleur au fusil, on voit bien ce que ça donne en fait. On voit ce que des associations un peu molles du genou obtiennent. Et en fait, pas grand-chose sur pas mal d'enjeux. Et le fait est que, même si je crois en la pluralité des actions, c'est-à-dire je suis pas en train de dire qu'il faut forcément aller au charbon, etc. Pour moi, une association molle du genou, c'est pas une association qui est pas combative. C'est une association qui est dans le compromis permanent, en fait. On peut être une association radicale et efficace en faisant uniquement de l'éducation et de la sensibilisation, mais en étant cohérent dans son discours et en n'étant pas dans le compromis permanent. Et on voit un peu trop de compromis, je trouve, dans le tissu associatif. Et souvent, on est, nous, mal perçus et critiqués par ces associations qui font dans le compromis en permanence et qui nous perçoivent comme des éléphants dans un magasin de porcelaine. À titre d'exemple indicatif, on a proposé une récompense pour essayer de retrouver le braconnier qui a tué un ours en juin. Parce qu'on est dans une situation d'omerta totale, avec de l'intimidation, de la menace, des enquêtes qui n'aboutissent pas, des espèces protégées qui sont braconnées en toute impunité. Donc, oui, ce système de récompense, il peut marcher dans ce genre de cas. On s'est fait vilipender par des associations qui ont l'habitude de demander poliment et d'encaisser les subventions, si je dois caricaturer, et qui n'hésitent pas, du coup, même dans la presse, à dire qu'on va trop loin, que c'est contre-productif, etc. Mais en fait, si on arrive sur un sujet comme celui-là, c'est parce qu'il y a un problème. S'il n'y avait pas de problème, nous, on a largement de quoi faire avec l'océan ou avec d'autres choses. Donc, quand on arrive sur quelque chose, c'est vraiment que, même s'il y a déjà des associations qui sont en place depuis longtemps, ça n'avance pas. Donc, il faut mettre un coup de pied dans la fourmilière. Et nous, c'est notre rôle et on l'assume complètement. Souvent, ça déplaît à nos opposants, mais ça peut déplaire aussi à ce que j'appelle l'intelligentsia écologiste, qui trouve qu'on va trop loin. Alors que, à mon sens, ils finissent par faire partie eux aussi du problème. Si tu veux réagir, Jean-Marc, puis après on va faire tourner le micro. Inutile d'en rajouter, moi j'adhère totalement à ce que vient de dire Lamia, et je le constate au quotidien dans mon boulot aussi. Il y a effectivement une forme de consanguinité aussi là, des associations qui perçoivent des subventions avec un pouvoir qui n'est pas toujours acquis aux idées qu'on défend là. Et au-delà de ça même, ce que j'apprécie chez Sea Shepherd, c'est cette cohérence qui fait que, sans en faire un dogme ou une idéologie, juste parce que c'est
logique, les équipages sont tous véganes, ou en tout cas il n'y a pas de protéines animales sur leur bateau. Je ne veux pas non plus focaliser sur cette problématique-là, mais elle est très symbolique. C'est logique, quoi. Quand je vois des symposiums de cétologues, de responsables de biodiversité de la faune marine, et que le buffet c'est du thon, c'est des sushis, enfin je dis mais allô quoi. Et c'est tout le temps comme ça quoi. Et voilà, donc les cas, tout simplement, je ne vais même pas dire de radicalité, de cohérence, quoi, et de logique, sont rarissimes. Et je ne connais que Sea Shepherd qui soit dans ce cas-là, et je trouve ça remarquable, et je trouve ça même hallucinant qu'il n'y ait pas davantage d'ONG environnementales et animalistes, ou en tout cas qui évoluent dans ces domaines, qui en aient pris, on va dire, le modèle pour agir à leur façon. Et une fois de plus, il n'y a pas qu'une seule façon d'agir, mais en tout cas, il faut le faire avec sincérité et cohérence, sinon on est dans un compromis et dans une demi-mesure qui n'aboutit qu'à des demi-résultats, voire à pas de résultats du tout, quoi. Mais je précise quand même parce que parfois il y a des malentendus par rapport à ça. Les bateaux, les campagnes de Sea Shepherd sont véganes, mais on accepte absolument tout le monde. Sur le formulaire de candidature, on vous demande pas quel est votre régime alimentaire. D'ailleurs, moi quand j'ai rejoint Sea Shepherd, à l'époque, je mangeais encore de la viande et du poisson. J'ai évolué, quoi. Mais donc voilà, c'est juste pour préciser ça. Merci beaucoup. Donc si vous avez des questions pour Jean-Marc et Lamia, c'est le moment. Alors, je précise juste, on a une quarantaine de minutes de questions et on essaye ici à la base d'avoir des questions paritaires. Donc, il est possible que je change l'ordre des gens qui ont levé la main. Donc, voilà. Bonjour et merci à vous trois pour cette conférence. C'était vraiment intéressant et j'ai hâte de lire le livre. Pour revenir sur la question un peu de notre rapport aux animaux non humains, moi, je me posais la question de la culture, de notre culture et de notre éducation ici en France et dans notre société occidentale. Pour avoir voyagé en Inde, est-ce que l'un des problèmes majeurs aujourd'hui de l'antispécisme et de notre consommation, pour une grande majorité des Français, ce serait pas notre rapport justement aux animaux, quand on sait que par exemple en Inde, la vache est sacrée, que 60% des Indiens sont végétariens. Moi, là-bas, je suis allé là-bas en disant que j'étais végétalien et tout à fait normal, etc. Que ici, en France, ça pose débat, etc. Que aussi, beaucoup de Français peuvent s'indigner de ce que peut représenter la corrida ou le festival de la viande du chien en Chine, etc. Alors que là-bas, c'est tout à fait normal. Mais que paradoxalement on puisse consommer de la viande bovine qui est sacrée en Inde. Donc voilà ma question pour vous deux, vous trois, c'était ça. Est-ce que un des problèmes majeurs ce serait pas la culture et l'éducation qu'on peut avoir? Merci. Oui, évidemment, on baigne dans cette culture spéciste et anthropocentrée depuis toujours, et puis il y a la force de l'habitude, la force de la tradition, le pouvoir économique, l'activité que génère ce business, qui fait que c'est sédimenté et depuis très longtemps et quasi indéboulonnable. Cet imaginaire-là, effectivement, très incohérent, très différencié entre la nature des animaux qu'on refuse de tuer et d'autres avec lesquels on n'a aucun problème à leur trancher la gorge, est quelque chose qui est effectivement assez inexplicable. On voit aussi plus récemment dans l'actualité la question des mutilations des chevaux qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux, à juste titre. C'est absolument effroyable, mais c'est juste absolument rien par rapport à ce qui se passe dans les abattoirs tous les jours dans des proportions beaucoup plus gigantesques. Donc on est complètement incohérent. Effectivement, on va caresser son chien et manger du veau juste après, alors que les deux ont des capacités cognitives, une intelligence, une émotion, enfin je l'ai déjà dit, je ne vais pas le répéter, une sentience, comme on dit aujourd'hui, qui est avérée. Voilà. Idem pour le poisson. On sait aujourd'hui que les poissons souffrent, les poissons sont intelligents, les poissons reconnaissent leurs congénères, les poissons développent des stratégies. Voilà, ils sont tellement différents que nous, c'est un peu difficile à imaginer, effectivement, que cette distance puisse générer des comportements et des attitudes différentes à leur égard est assez, on va dire, explicable. Mais pour autant, maintenant, on en sait tellement
La science a tellement évolué, l'éthologie animale a tellement fait de progrès. Des scientifiques parmi les plus éminents ont reconnu cette conscience, la déclaration de Cambridge sur la conscience animale, avec des gens aussi brillants que Stephen Hawking le revendiquent, ou l'ont revendiqué en l'occurrence. Donc effectivement, on baigne dans cette culture-là, et tout l'enjeu, c'est bien d'en sortir, de la déconstruire, et d'essayer d'embarquer le plus de monde possible dans des alternatives. C'est vrai que vous le voyez dans vos familles, pour ceux qui ont entrepris ce chemin, à quel point c'est difficile. Moi, ce bouquin, voilà, dans ma famille, tout simplement, effectivement, ça fait aussi l'effet d'une bombe, parce que voilà, on est d'une culture française classique. Et ce qui est assez hallucinant, c'est que quand bien même, et en disant ça, je fais pas un plaidoyer pour ce que j'ai fait, au contraire, c'est que quand bien même mon frangin et mon père, par exemple, qui l'ont lu, parmi les premiers, adhèrent à 100%, ils me disent, putain, c'est implacable ton truc, t'as raison, 100%, allez bien, fais un barbuck. C'est un truc de dingo, quoi. C'est truc de dingo. Mais Alexandre Page, qui est là, un ami, il me dit la même chose. Il est animaliste à mort, il me bouffe du saucisson. Enfin, c'est pas pour le stigmatiser, mais on est tous dans cette difficulté qui est presque irrationnelle à changer nos habitudes, parce que c'est tellement ancré et que socialement ça renvoie tout un tas de choses aux autres qui est pas toujours facile d'assumer. Parce que ça crée des tensions, ça crée de l'agressivité, que ça génère souvent des controverses qui peuvent être assez violentes, que ça peut pourrir des repas. J'en ai fait un paquet. Voilà, et donc c'est vrai que parfois on se dit, oh, je laisse tomber, quoi. Mais bon, il faut passer par là. Je signale d'ailleurs que nous avons publié récemment une bande dessinée qui s'appelle Comme une bête, comment je suis devenu végétarien, et qui raconte le parcours compliqué entre saucisson barbecue d'un jeune homme qui justement cherche à lui-même devenir végétarien. J'ai mon neveu ici aussi qui a raté sa conversion. Allez, on balance. Mais par rapport à cette question des cases qu'on peut mettre, moi, ça m'a beaucoup frappé aux îles Féroé, en fait, où ils massacrent des dauphins. Et malheureusement, j'ai dû assister à ça au mois d'août dernier. Ce qui m'a énormément frappé, je le savais, mais de le vivre, ça a été vraiment encore plus un électrochoc. C'est que il y a ces 90 dauphins globicéphales qui arrivent sur la plage parce qu'ils sont coursés par des bateaux. Et sur la plage, vous avez tous les villages environnants qui sont là, avec une électricité dans l'air, une excitation, et des enfants qui courent et qui rient comme s'ils étaient à Disneyland. C'est hallucinant. Des femmes qui portent leur bébé dans le porte-bébé, qui sont là devant ce bain de sang, des enfants en bas âge qui savent à peine marcher, qui pataugent dans le sang, qui touchent le placenta arraché au ventre de la femelle enceinte, et qui jouent à saut de mouton sur les globis morts. Et bon, voilà, j'arrête avec... Si la description de Lamia vous a donné envie, Hugo Clément a consacré une émission à ce sujet. Oui, il était avec nous, en fait, ce jour-là, ouais. Voilà, et en fait, ce qui m'a vraiment frappé, bon, mis à part cette mise à mort horrible, c'est cette attitude, en fait, des gens qui trouvaient ça normal. Et en fait, ils sont élevés au biberon avec ça. Et pour eux, vraiment... c'est normal, et les globis sont des animaux qui sont faits pour être mangés. Comme nous, en France, on considère les vaches, pour eux, les globis, les dauphins, sont des vaches, sont des poulets. Voilà. Et d'ailleurs, ils nous disent, mais vous mangez bien du foie gras. Alors, ça ne les empêche pas d'avoir plein de bœufs et même de la viande de kangourou dans leur supermarché. Mais ce truc-là, pour eux, c'est voilà, ça fait partie d'eux, c'est normal. Et c'est vrai que... ça m'a frappé, cette force de l'habitude. Parce qu'en y allant les premières fois, je m'attendais en fait à rencontrer des gens un peu psychopathes. Des psychopathes à tous les coins de rue. Et en fait, non, globalement, ils sont plutôt sympathiques. C'est juste que, ouais, ils vous renseignent poliment. Bon, si vous avez un t-shirt Sea Shepherd, ils peuvent être un peu moins sympathiques. Mais c'est des gens normaux, entre guillemets, qu'on considère, nous, comme des barbares. Et finalement, ça met en perspective les choses. Comme quoi,
tout ça, ce sont nos constructions mentales, et on a décidé que tel ou tel animal, c'était tout à fait normal de le bouffer, et qu'à la limite, quelqu'un qui vient vous voir et qui vous dit lui, pourquoi lui, effectivement, il comprend pas, et puis il vous renvoie à ce que vous mangez. Donc ça renvoie aussi à nos propres incohérences. Juste une petite question, Lamia, Jean-Marc et Thomas. Est-ce que vous voulez qu'on prenne plusieurs questions d'affilée pour répondre à toutes, ou une question par une question? C'est bien faisant comme ça, alors. C'est toi qui vas trancher, je crois. Ok, ça marche. Bonsoir. Je ne sais même pas comment formuler ma question, en fait, exactement. Moi, je mange de la viande, je mange du poisson. Non, mais j'essaie quand même de cheminer avec vous pour me dire comment devenir... comment avoir une prise de conscience à un moment. Donc j'entends ce que vous dites et je vais lire le bouquin, même si j'ai pas du tout envie, mais je vais le lire. Mais je me dis, quitte à découvrir des choses, est-ce que si vous me dites que ça vous paraît énorme, vous m'aimez. Et je voudrais en fait que vous m'aidiez à cheminer. On peut aussi se dire que par exemple les arbres ont une conscience. Tout d'un coup on a découvert, tout d'un coup ils communiquaient, etc., etc. Donc en fait, jusqu'où on arrête, jusqu'où on met la frontière pour dire on découvre qu'une espèce qu'on considérait un peu inerte, et je sais pas, des choses à côté de nous ne sont pas des choses. Et par exemple, les animistes que je connais pas très très bien, je sais pas, les chouards, etc., qui ont quand même une conscience de une pierre est vivante, un arbre est vivant, un animal est vivant et est aussi humain que nous. Ça les empêche pas d'être prédateurs d'une façon. Donc, comment est-ce que vous pourriez m'aider à démêler tout ça? C'est forcément complexe, mais pour le sujet que vous évoquiez en premier lieu, à savoir l'arbre ou la plante, c'est le fameux cri de la carotte qu'on entend souvent. Ça, ouais, vous, les véganes, les végétariens, la salade, quand vous l'arrachez, elle crie aussi. C'est une pure connerie. C'est vraiment une pure connerie. En fait, pour moi, le juge de paix là-dedans, c'est quand même la science. Et ce que dit aujourd'hui la science de la sentience. Donc cette capacité à souffrir, à avoir des émotions, à avoir des stratégies conscientes, à souffrir. Et donc aujourd'hui, ce qui est avéré dans la communauté scientifique, c'est que les arbres ou les végétaux n'ont pas de sentience. Ben voilà, en fait c'est ça, c'est la capacité à souffrir, à avoir des émotions, à avoir une conscience de soi-même et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, le consensus scientifique, et j'en veux beaucoup à Peter Wohlleben, qui a écrit un bouquin sur l'intelligence des arbres, qui a fait des ravages à sa façon, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas comparer avec le niveau de connaissance que nous avons aujourd'hui, scientifique, on ne peut pas comparer la souffrance d'un animal vertébré avec celle d'un végétal. Autant pour l'un, elle est totalement avérée et certifiée et connue, documentée, prouvée, et pour l'autre, c'est une vue de l'esprit. Donc aujourd'hui, peut-être que demain on apprendra que les végétaux ont exactement la même façon à eux d'éprouver ces émotions, cette conscience, et ainsi de suite. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Et si c'est le cas demain, on sera peut-être dans la merde demain. Mais pour l'instant, ce dont on est sûr, c'est que les animaux qu'on mange, les animaux qu'on maltraite, les animaux qu'on fait souffrir, les animaux qu'on encage, les animaux qu'on violente, je vais pas faire une litanie de qualificatifs, mais tout cela, ils souffrent. Tout cela, ils ont quasiment les mêmes substrats de la conscience que nous. Voilà. Et donc, c'est incomparable avec ce qu'on peut faire aux végétaux ou aux arbres, même si, tout ça étant lié dans un grand continuum géobiologique, on n'a pas intérêt non plus à causer du tort, on dirait aux forêts ou que sais-je encore. Mais on ne peut pas mettre ça sur le même plan. Je vais compléter avec deux choses. Quand vous prenez par exemple des pommes ou des fruits, ils ont évolué pour avoir une couleur et une odeur attractive pour les prédateurs. C'est-à-dire que l'arbre a intérêt à ce que ces fruits soient mangés pour qu'ensuite les animaux aillent disséminer les graines, et donc c'est comme ça qu'il répand son espèce. La vache, elle a aucun intérêt, aucune envie que son veau soit mangé par un être humain. Donc dans l'évolution même des espèces, ça n'a absolument rien à voir. Ensuite, quand bien même, admettons que effectivement les arbres ont une sentience, etc. De toute façon, la première cause de déforestation aujourd'hui, c'est l'élevage. C'est le fait qu'on mange trop de viande. Donc si on veut sauver des arbres, arrêtons de manger de la viande. Merci. Et d'ailleurs, c'est les animaux qui mangent le plus de végétaux. Non, mais c'était pas contre vous.
Non, je sais bien. Non, mais je vous dis. Non, mais c'est une bonne question. Hein, la question elle est récurrente et c'est vrai qu'il y a une confusion qui a été propagée par des ouvrages comme ceux de Wolleben qui sont très anthropomorphiques, c'est-à-dire qui prêtent des intentions et des attitudes à des arbres. Comme s'ils étaient humains d'ailleurs, et je trouve que c'est extrêmement contre-productif et ça génère une confusion qui aujourd'hui ne nous aide pas. Non, et alors, j'en sais rien, mais par exemple, les Ch'tards en Amazonie, ils respectent tout, mais à un moment donné, tout en les préservant d'intentions d'équilibre, ils les consomment quand même. Oui, mais à la limite, on ne peut pas comparer avec ce que nous on fait en tant qu'occidentaux obèses. Eux, ils prélèvent comme le tigre prédateur, juste le nécessaire de ce dont ils ont besoin en économisant l'énergie qu'ils ont à leur disposition et avec une forme, en l'occurrence, de rituel, de remerciement à l'animal et tout, qui est incomparable avec ce qu'on fait aujourd'hui. C'est pas forcément pour justifier ces pratiques, mais en tout cas, elles sont incomparables avec le niveau de carnage que nous générons de façon aujourd'hui inutile, puisqu'on peut faire autrement, alors qu'eux ne le peuvent pas forcément. Ok, ici. Bonsoir, merci. Merci pour vos interventions. J'avais une question, je voulais revenir sur les zoos. Qu'est-ce que vous pensez de la dimension sensibilisatrice finalement des zoos et sur la dimension sociale? Donc j'ai plusieurs en fait questions. Je vais essayer d'être bref et après vous répondez à celles que vous souhaitez. Vous qui reposez en tant qu'ONG indépendante sur des dons, ne pensez-vous pas que finalement certaines personnes, certains de vos donateurs aujourd'hui ont eu des révélations en allant dans des zoos et grâce à des textes notamment de présentation sur les difficultés que ces animaux peuvent rencontrer dans leur pays? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'était sur les inégalités sociales finalement par rapport aux zoos et par rapport en fait à l'accès en fait aux animaux. Aujourd'hui, finalement, les plus riches, ils vont aller observer les baleines en faisant du whale watching à La Réunion ou en Australie. Les jeunes qui viennent de familles favorisées iront faire du militantisme sur des bateaux à Sea Shepherd au Mexique pour sauver les vaquitas. Mais où est-ce que finalement la famille qui touche le RSA ira pour observer les animaux? On a beaucoup de bénévoles qui touchent le RSA. Hein. Non, mais ça j'en doute pas. Mais je connais aussi des bénévoles chez Sea Shepherd qui viennent de milieux privilégiés. C'est ça que je voulais on a absolument de tout. Et d'ailleurs, j'en suis l'exemple clé parce que pour le coup, on fait pas milieu plus modeste. Mais donc, en tout cas, sur la dimension sociale et sensibilisatrice que peuvent jouer finalement les zoos. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Moi, j'aime bien cette phrase qui dit quand j'étais petit, j'allais aux zoos parce que j'aimais les animaux. Aujourd'hui, je ne vais plus aux zoos parce que j'aime les animaux. C'est pas des animaux en fait qu'on présente aux enfants, c'est des ombres d'eux-mêmes. Donc il y a pas de réelle dimension d'éducation. Et je pense que ceux qui vont aux zoos et qui ont une révélation et qui deviennent activistes doivent représenter à peu près 0,001% des personnes qui visitent ces établissements, qui souvent ne lisent même pas les panneaux. Et d'ailleurs, quand on lit les panneaux, là, à l'ancien zoo de Pont-Scorff, on a 4 loups blancs de la baie d'Hudson qui sont dans un enclos qui fait la taille de cette pièce. Et sur le panneau, il y a écrit « Ces loups suivent les migrations des grands rennes ». Bon, ok. Vous les voyez tourner en rond, il n'y a plus un brin d'herbe tellement ils ont ratissé la zone. Je ne sais pas si c'est ça qu'on a envie de montrer aux enfants. Et ensuite, cette inégalité sociale à laquelle vous faites référence, c'est pas un droit inaliénable pour chaque enfant, chaque être humain de voir un dauphin. Je suis désolée, mais non. Le droit du dauphin à vivre libre prend le dessus sur le droit de chaque enfant, y compris dont les parents sont RSA, à voir des dauphins faire des tours dans un bassin complètement contre nature, emprisonnés à vie, parce qu'on a voulu passer un après-midi au Marineland d'Antibes. Non, je pense qu'il faut vraiment revoir la hiérarchie des valeurs. Et là, c'est vraiment le comble du spécisme, je trouve, qui consiste à sacrifier les besoins essentiels d'autres espèces pour nos besoins superflus. Je suis tout à fait d'accord avec ça. D'ailleurs, dans le bouquin, je plaide, et vous le verrez, pour beaucoup moins d'interaction des humains avec les animaux sauvages. Et si tant est qu'on critique le réensauvagement comme une tentative de mettre la nature sous cloche, je dis oui, allons-y si ça peut la préserver de nos méfaits, quoi. Si on arrive à isoler ces animaux et la prédation et l'exploitation qu'on en fait
ça serait bien, dans des vastes espaces où ils peuvent exprimer leur désir de vivre, tout simplement. Pourquoi serait-il à notre disposition, quel que soit notre revenu, pour nous enchanter? Et vous citez le whale watching à La Réunion, c'est mon quotidien. Je vois les perturbations que cela génère, que ce whale watching soit d'ailleurs lié à des riches ou des gens un peu moins fortunés qui peuvent aussi aller les voir. Chacun trouve une bonne excuse qui légitime sa présence sur le plan d'eau. Les photographes, c'est pour sensibiliser. Les riches, c'est parce que effectivement c'est merveilleux et puis ça les permettra d'agir derrière parce qu'ils auront une meilleure conscience de la beauté de ces animaux et de leur droit à vivre. Pareil pour tous les autres. L'opérateur, il va encore avoir une autre excuse. Le transporteur de passagers, idem. Bon, bref, tout le monde a une bonne raison d'aller faire chier ces bêtes. Et elles en crèvent, tout simplement, parce qu'elles n'arrivent plus à faire leurs activités vitales. Elles n'arrivent plus à se socialiser, se reproduire, se nourrir, se reposer. Constamment des bateaux sur le dos, quoi. Et puis, quand on dit OK, mais bon, on va se modérer, eh bien, au bout du compte, il y a toujours plus de monde qui veut aller les voir. Et puis, retourner les voir pour faire le selfie qui va bien, quoi. Et puis le montrer à son frère, et puis ramener sa famille, et puis ramener ses cousins. Et les animaux, ils ont des gens du matin du lever du soleil au soir, au coucher du soleil, des bateaux sur le dos. C'est ça le droit aux animaux? En fait, c'est de la consommation. C'est de la pure consommation. On consomme le monde sauvage aujourd'hui dans les eaux ou en milieu sauvage. Et moi, je plaide pour que ces interactions soient les plus faibles possibles. On a aujourd'hui des moyens audiovisuels qui nous permettent une forme d'immersion. C'est un pis-aller peut-être, mais c'est mieux que les perturber dans leur milieu. En fait, je pense que ce qu'il faut, c'est réinventer notre rapport au monde sauvage et effectivement pas se couper complètement parce qu'on a besoin du monde sauvage. On voit bien d'ailleurs que dans les villes, les eaux marchent très bien, mais arriver à le faire sans consommer des animaux de chair et de sang. Donc, je sais pas, peut-être que la technologie permettra d'avoir ce genre d'interaction, mais quand on voit à quel point les enfants sont passionnés par les dinosaures, et il y en a certains qui connaissent tout des dinosaures alors qu'ils se sont éteints il y a combien de millions d'années? Je sais plus. Mais voilà, on n'a pas besoin d'avoir des dinosaures de chair et de sang dans des enclos pour que les enfants soient passionnés par ces animaux. Et ben, il faut qu'on arrive à faire ça avec des animaux de chair et de sang qui vivent encore aujourd'hui, si on ne veut pas qu'ils disparaissent. Alors, il reste 20 minutes de questions. Il y a déjà 7-8 questions de retard. Juste pour vous rappeler, essayez de poser des questions les plus concises possibles. Et puis, si vous arrivez aussi à peut-être raccourcir les réponses pour qu'on arrive à prendre le plus de questions possible. Je sais que c'est un débat qui est houleux et vous pourrez continuer à l'avoir quand la conférence sera finie. Ne vous inquiétez pas. Merci beaucoup pour la conférence. Alors moi, j'aurais une question. Il y a des personnes qui considèrent, avec une pensée cartésienne, que l'homme doit être maître et possesseur de la nature, donc des animaux. Et dans cette logique, ils considèrent que si on arrêtait d'exploiter certaines bêtes, notamment les vaches, on détruirait, en fait, il y aurait un autre carnage, c'est-à-dire qu'il y aurait moins d'animaux vivants. Et donc, on détruirait les paysages, les pâturages, et finalement, on serait anti-écolo en étant contre l'exploitation des animaux. Voilà, c'est entendu dans certains milieux de personnes qui votent les lois. C'est leurs arguments. Donc j'aimerais bien avoir votre point de vue sur cette logique. C'est complètement incohérent. Enfin, on produit aujourd'hui de la chair animale uniquement pour la manger, pas pour considérer, pas pour faire vivre, on va dire, des bêtes, pas pour leur donner un droit à vivre. C'est totalement utilitariste comme vision. Par ailleurs, on a domestiqué ces espèces dont on parle en l'occurrence et on les a transformées pour leur faire rendre des services totalement adaptés à nos besoins, pour qu'ils fassent plus de chair, pour qu'ils soient moins fragiles et vulnérables par rapport aux maladies, pour qu'ils soient toujours plus productifs. Voilà. Et c'est ça aujourd'hui, cette industrialisation du vivant qu'il faudrait sanctuariser parce que dans le cas contraire, ça disparaîtrait. Non, ça, franchement, ça tient absolument pas la route. Donc, effectivement, c'est souvent des arguments qu'on entend, mais mieux vaut avoir une diversité de races moins nombreuses, libres,
dans des paysages qui seront d'ailleurs beaucoup mieux respectés que si on développe l'élevage, parce que l'élevage a quand même totalement modifié depuis pas mal de temps nos campagnes, notamment, nos montagnes aussi. Donc, on va dire, enlever cette biomasse qui ne sert qu'à nous nourrir de façon d'ailleurs non vitale aurait probablement des conséquences meilleures sur l'écologie. Il y a une étude qui est parue d'ailleurs récemment et qui montre, une étude scientifique très sérieuse, qui montre que si on remplaçait l'élevage, qui accapare quand même 80% des terres, si on remplaçait l'élevage par des cultures végétales qui apporteraient exactement les mêmes valeurs nutritives et nutritionnelles, on libérait énormément d'espace, et que ces espaces pourraient justement être reboisés, et qui stockerait par ailleurs l'équivalent de l'ensemble de nos émissions depuis 1995, je crois, si ma mémoire est bonne. Donc en fait, on a tout à gagner écologiquement et éthiquement à supprimer l'élevage. Oui, puis en fait, quand on dit que ça va détruire des paysages, c'est surtout que ça va transformer des paysages complètement anthropisés, donc façonnés par la main de l'homme, pour laisser la nature reprendre ses droits et donc redonner du territoire sauvage à la vie sauvage. Et aujourd'hui, pour le coup, la perte de l'habitat, c'est la première cause de l'effondrement de la biodiversité. Donc ça permettrait de partager un peu plus équitablement cette planète. Et vu que ce sont les espèces sauvages et les habitats sauvages qui maintiennent les écosystèmes fonctionnels, c'est dans l'intérêt de tout le monde. Je vois pas comment ça peut en être autrement. Alors moi, je vais me faire un peu lyncher, mais je suis pas végétarienne, je suis pas antispéciste, même si j'essaye d'être végétarienne et que je pense que les animaux, en effet, ont une sensibilité. Et je pense que ça joue, en effet, comme vous l'avez dit, beaucoup sur l'imaginaire. On m'a beaucoup éduquée avec les images épinales sur les animaux dans l'agriculture, etc. Et est-ce que, du coup, vous diriez que votre livre participe à ce nouvel imaginaire, sachant que pour moi, un nouvel imaginaire, ça ne se construit pas contre, mais pour quelque chose, on va dire, une nouvelle vision qu'on a, et que c'est un peu le nerf de la guerre aujourd'hui dans le militantisme, qu'il soit écologique ou social. Et si ce n'est pas le cas, est-ce que vous avez des conseils en termes de lecture ou de films à regarder sur ce sujet ? Alors oui, la question des récits, des imaginaires, effectivement, elle est importante. Et je pense y contribuer à ma façon. Et effectivement, j'aurais peut-être dû insister dans ce bouquin sur des scénarios très concrets d'un pays dont on aurait supprimé l'élevage, où les animaux sauvages seraient totalement libres, où effectivement on serait plus dans cette relation d'asservissement. Alors certains s'y sont essayés, d'ailleurs sous un angle un peu plus juridique. Donc c'est un bouquin que je vous conseille de lire, et pour moi qui est une référence absolue, qui s'appelle Zoopolis, et qui là montre comment on pourrait cohabiter avec les animaux sans les soumettre. Donc c'est très poussé, jusqu'à des propositions juridiques très abouties. Donc ça, c'est un super bouquin. Et comme il faut faire vite, un super film sur votre volonté ou pas d'être végétarienne ou végane. Moi, j'ai un documentaire que j'ai bien aimé récemment, au-delà de Cowspiracy. Il y a The Game Changers sur Netflix, qui est assez top, parce que pas du tout moralisateur et sous un angle absolument différent de ceux qu'on a l'habitude de voir habituellement, qui est le sport et la performance. Oui, là-bas. Okay. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là ce soir, vraiment, infiniment. Merci. J'ai plusieurs problèmes avec ces discours. Je vais essayer de m'exprimer le mieux possible. Vous avez parlé d'anthropocentrisme. Est-ce que baser un discours sur la sentience n'est pas anthropomorphiste, puisque ça détermine une catégorie, comment dire, les insectes ne sont pas sentients, les mollusques ne sont pas sentients. Est-ce que du coup baser un discours sur la sentience et du coup ce qui amène au discours antispéciste, comment dire, est-ce qu'il est vraiment valable du coup? Puisque on parle d'antispécisme, et du coup, on devient spéciste, puisqu'on prend la catégorie de sentience, et oui, on revient au cri de la carotte. Après, on reste du coup des animaux, et on a besoin de se nourrir, donc on peut passer beaucoup par le végétal, mais comment dire? Est-ce que vous voyez ma question?
Pas vraiment. Pas très vraiment. Ok. Est-ce que c'est pas dangereux de baser son discours sur la sentience et pas la bienveillance? En Europe, on voit, et dans beaucoup d'autres continents, que l'exploitation des insectes, par exemple, arrive énormément. Est-ce qu'on va pas arriver à un moment au pied d'un mur qu'on n'aura pas anticipé, alors que là, on peut baser notre discours sur la bienveillance, qu'il soit sentient, qu'il soit animal, non sentient, ou même végétal? Est-ce que ça serait pas plus raisonnable comme discours? Ouais, je suis désolé. Non, mais en fait, on a très longtemps considéré que certaines choses étaient le propre de l'homme. On a commencé par penser que la conscience était le propre de l'homme. Ensuite, on a pensé que même les enfants ne ressentaient pas la douleur. Voilà, aujourd'hui, le cercle ne fait que s'élargir. La sentience des insectes, moi, j'en sais rien. Est-ce qu'ils sont vraiment pas sentients? On n'a pas la preuve de ça, a priori. Donc voilà. Par contre, je sais que pour l'écrasante majorité des animaux, en tout cas, c'est établi. Donc déjà, je pense commencer par tout ça, ça me semble cohérent. Et en tout cas, à titre personnel, je n'exclus pas les animaux. Moi, j'en sais rien si, peut-être qu'une limace est sentiente. Et voilà. Donc, j'irai pas écraser une limace de toute façon. La bienveillance. Mais complètement. Pourquoi pas la bienveillance envers l'ensemble du vivant. Mais on est quand même dans une société où on se cherche en permanence des excuses. Et à chaque fois, c'est les excuses, ça va crescendo, quoi. On parle de la couleur de peau, du sexe de quelqu'un, de son origine, sa CSP, sa capacité, son intelligence, sa capacité à ressentir la douleur. Et donc... partir d'une société qui est à ce point hiérarchisée dans l'importance qu'elle donne aux autres, partir d'emblée sur une base, on va dire, on va juste être bienveillant comme ça, parce qu'en fait, il faut être bienveillant, et parce que c'est la chose juste à faire. Non, mais pourquoi pas? Je suis pas moqueuse quand je dis ça, hein. Mais j'y crois pas trop, en fait. Et je pense que si on a des arguments qu'on peut avancer, et qui sont en plus prouvés scientifiquement... Comment ? C'est-à-dire ? Ouais. Oui, alors je pense que vous allez rallier encore moins de monde malheureusement avec ça. Et on est très clairement dans une course contre la montre où le combat est loin d'être gagné. Et donc je trouve que là vous mettez la barre très 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 haut, pourquoi pas, hein. Mais en étant pragmatique et stratégique et en se disant il s'agit de sauver le plus de vies le plus vite possible et de rallier le plus de personnes possible à cette cause urgente, eh ben, j'ai envie de descendre d'un cran et de partir sur la sentience. Bonsoir. C'était juste pour revenir tout à l'heure, vous parliez du fait qu'il fallait peut-être s'insurger un peu plus concrètement contre la production d'animaux. Et du coup, comment est-ce qu'on peut faire ça? Et j'aimerais aussi vous demander, tout à l'heure, vous avez parlé du fait qu'on vous attaquait, que les gens étaient armés. Qu'est-ce que la loi fait par rapport à ça? Est-ce que la loi vous entend? Est-ce qu'on vous aide? C'est juste ça. J'ai pas compris la première question. Vous avez dit tout à l'heure qu'il fallait s'insurger plus concrètement. Vous l'avez dit rapidement pour les animaux et contre la production. Donc comment on pourrait faire ça en fait? Ouais, en fait, je pense qu'il n'y a pas une méthode générale pour tout le monde. Ça dépend des tempéraments et des atouts de chacun. Moi, à titre personnel, j'ai un tempérament combatif et j'aime mettre les mains dans le cambouis. Donc, j'ai vraiment trouvé chaussure à mon pied avec Sea Shepherd sur le terrain. Mais même au sein de Sea Shepherd, il y a mille et une façons de s'investir. On a des professeurs qui s'investissent dans leur classe, on a des avocats, on a des artistes. Ce qui est valable pour Sea Shepherd, c'est valable pour l'ensemble du mouvement. Et donc, en fait, c'est vous qui savez le mieux comment vous pouvez contribuer de façon la plus efficace, parce que vous vous connaissez, vous savez quels sont vos atouts. Et en fait, avec un peu d'imagination, vous pouvez voir comment contribuer à votre façon qui vous correspond à vous, avec aussi vos propres contraintes, mais en sachant aussi les dépasser quand c'est possible.
moi je suis mal placée pour vous dire, alors la méthode ça va être celle-là. C'est juste que à partir du moment où on a envie de faire partie de ce combat-là, je pense que c'est à la portée de tout le monde. C'est juste l'échelle et la façon qui varie. Parce que encore une fois, quand je parlais tout à l'heure de gens mous du genou, c'était pas tant sur la méthode, parce que je pense que vraiment on a besoin de tout. C'est plutôt sur cet aspect, sur cette maladie du compromis qui consiste à toujours diluer finalement le message et le combat. Je pense qu'on a besoin de gens déterminés, intransigeants, quelle que soit leur façon d'agir. Et puis sur votre deuxième question, pour faire vite, effectivement, comme dans le combat écolo, climatique par exemple, on voit effectivement une collusion entre les pouvoirs publics, ou le pouvoir plus exactement, et les grands intérêts économiques. Eh bien, ils sont les mêmes dans le milieu animaliste. On a beaucoup de mal à avoir des représentants politiques qui portent cette voie-là au plus haut niveau. On voit encore Castex là, qui a refusé d'avoir une délégation à la condition animale, je crois que c'était aujourd'hui ou hier. Bon, voilà, il y a une résistance très forte de la technocratie et des grands élus pour accéder à cette conscience-là et à y mettre les moyens pour que ça change. Donc effectivement, c'est un rapport de force qu'il faut établir et que chacun peut faire à son niveau ou en militant dans des associations de son choix. Les rapports de force sont très inégaux, effectivement, aujourd'hui, et les avancées législatives sont très timides, extrêmement timides, et lorsque même il y en a, elles ne sont pas souvent mises en pratique, ou en tout cas pas suffisamment efficacement. Donc on n'est qu'au début d'un mouvement naissant et qui pour l'instant ne trouve pas un très grand écho dans une sphère politique qui ménage le statu quo et l'ordre établi. Voilà. C'est compliqué. Mais petite lueur d'espoir, à la faveur des dernières élections, on a quand même vu dans certaines grandes villes, et notamment celle dont je viens, Bordeaux, un maire écolo qui a nommé un adjoint à la condition animale en ville, quoi. Je trouve ça assez remarquable et ça dit quelque chose. On va prendre encore 2-3 questions. Je suis désolé pour ceux qui ne pourront pas s'exprimer. Mais ce sera... avoir des coups peut-être après, je sais pas. Oui, ce sera justement l'occasion d'en discuter autour d'une bière. Oui, Jean-Marc, alors d'abord, ton livre est un livre très important. Peut-être pas aussi important que le Capital de Karl Marx, mais aussi important que le Capital au XXIe siècle de Thomas Piketty. C'est un livre de changement de civilisation, extrêmement étayé, extrêmement sérieusement fait. C'est vraiment un livre historique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est Lamia, tu as dit qu'il fallait être combatif. Jusqu'où faut-il être combatif ? Parce qu'il y a des organisations animalistes et écologistes radicales qui disent, comme 269 Life, qui disent il faut être dans l'illégalité. Il y a l'Extinction Rébellion qui dit il faut être dans la désobéissance civile. Il y a des gens qui disent il faut saboter, par exemple, les refuges de chasse. Il y en a qui disent il faut saboter les refuges de chasse pour que les refuges de chasse tombent. Il y en a d'autres qui disent il faut saboter les refuges de chasse pour qu'ils tombent et qu'ils fassent mal aux chasseurs en même temps. Donc, jusqu'où il faut aller, sachant que la situation est gravissime, sachant que ça n'a jamais été pire, que les chasseurs tuent 45 millions d'animaux sauvages par an, qu'il n'y a jamais eu autant de vivisection, qu'il n'y a jamais eu autant de fourrures. Tous les hivers, on retrouve tous les gens qui se baladent avec des fourrures, des parquets à fourrure. Jusqu'où il faut aller ? Quelle est la limite ? Je sais pas, nous, la limite qu'on s'est fixée, c'est de ne jamais blesser personne. Contrairement aux apparences, en fait, on est le plus souvent dans la légalité. Là, le dernier exemple en date de désobéissance civile qu'on ait pu faire, c'est d'exposer des cadavres de dauphins en centre-ville pour alerter l'opinion publique. Donc pour ça, on a eu plusieurs gardes à vue. Mais en fait, dans 99% des cas, on est dans la légalité parce qu'il y a déjà tellement de choses à faire par rapport aux braconniers qu'on n'a pas forcément besoin de faire plus. Ouais, si, on a coulé des baleines à quai, mais il n'y a jamais eu de blessés. Donc, et puis c'était des braconniers. Donc c'est compliqué aussi pour des braconniers de vous poursuivre en justice. Mais en fait, ta question, je pense qu'elle amène à la question de la violence, finalement. Et qu'est-ce que la violence ? Qu'est-ce qui justifie la violence ? Est-ce qu'on peut justifier la violence ?
Et ça, c'est une question fondamentale. Nous, on a beaucoup été accusés d'être violents. On a toujours rétorqué qu'en fait, on s'en prenait à la propriété privée qui détruisait la vie. Et en l'occurrence, si tu marches dans la rue et que tu croises quelqu'un qui est sur le point de poignarder quelqu'un, que tu détruis son couteau, personne va te dire t'es violent, t'as détruit le couteau. Nous, c'est exactement la même chose, sauf qu'on parle pas d'un être humain qu'on sauve d'un coup de couteau, on parle d'espèces en voie de disparition. Donc on récuse complètement ces accusations de violence. Et il y a une chose, c'est vrai, à prendre en compte, c'est qu'aujourd'hui, c'est l'État qui a le monopole de la violence, et que des organisations environnementales qui font, par exemple, qui s'en prennent aux vitrines des bouchers, etc. Moi, je trouve que c'est une violence relative, mais on ne la leur pardonne pas. Et donc, je ne suis pas sûre que ça fasse avancer les choses. Mais je ne suis pas, pour autant, particulièrement choquée par la pratique. C'est juste que je m'interroge sur l'efficacité. Voilà, je pense que ce qui est sacré, c'est la vie. Et à partir de là, moi, c'est là que je pose la limite. Même si c'est vrai que parfois, on peut avoir des pulsions meurtrières quand on voit ce que certains sont capables de faire aux animaux. Entre la pulsion et le passage à l'acte, il y a un monde. Juste une chose, merci beaucoup pour tes premiers mots qui me touchent. Et sur la question que tu soulèves, je l'avais aussi abordé, la question de la violence, elle est de façon récurrente dans nos débats, puisqu'on a quand même le sentiment que les choses ne changent pas beaucoup, quelle que soit la diversité des tactiques qu'on peut employer, et la faiblesse de nos organisations pour changer la donne face à un pouvoir qui, lui, a un arsenal répressif qui est toujours plus puissant. Au-delà des violences policières, il y a aussi les intimidations dont parlait Lamia qui viennent de ce même pouvoir. Et je rebondis sur la réponse de tout à l'heure. Il y a un ordre établi très puissant, spéciste, qui fera tout pour le maintenir. Et on peut effectivement s'étonner qu'il n'y ait pas des vrais éco-terroristes qui se soient déjà emparés, armés des 12 singes ou autres, de la question. C'est un truc qui m'étonne. Peut-être parce qu'on manque de courage. En attendant, c'est plutôt les écologistes qui meurent que le contraire. Je crois qu'on est à plus de 700 sur les 10 dernières années. Donc la violence, elle est clairement dans l'autre camp. Bonjour, bravo à vous deux, à vous trois. Finalement, c'est un travail d'équipe, donc bravo. Je vais poser une question à titre préalable. Je précise que je vais poser cette question au titre de juriste et de juriste plutôt de tradition positiviste, donc qui aurait tendance à croire que, puisqu'on est humain, on délimite un peu les règles qu'on veut à un moment donné suite au résultat d'un rapport de force qui s'exprime à un moment donné. Ma question est liée au fait que beaucoup, et d'une certaine manière, cette conférence a pu le faire aussi, ont tendance parfois à faire diverger animalisme et écologie, voire même écologie profonde, pour la simple et bonne raison que l'écologie serait bien plus anthropocentrée que l'animalisme. Et voilà, c'est cette divergence qui, au final, ne concerne que 10% au final du résultat, peut suffire à faire une divergence profonde sur les fondamentaux de la réflexion et de la philosophie. La question que je pose, c'est, d'une certaine manière, est-ce que le meilleur service qu'on pourrait rendre à l'antispécisme, parce que je me revendique comme tel, ne serait-ce pas, au final, de se revendiquer, avec toute l'humilité que ça implique, anthropocentré, en disant l'anthropocentrisme tel qu'il devrait exister n'est pas de dire que l'homme est supérieur, mais que l'homme, parce que je suis derrière mes yeux et ma bouche, mon nez, la seule perception du monde que je peux avoir est celle d'un homme, génétiquement homme, biologiquement homme, et par conséquent, l'anthropocentrisme est la première porte vers l'antispécisme, sachant que la deuxième porte, c'est la science. Comprendre à quel point on a besoin des autres espèces pour exister. Et pour continuer, nous, à avoir ce droit à exister. Du coup, ma question, c'est ça. Est-ce qu'on est forcément obligé d'opposer anthropocentrisme et antispécisme ? C'est compliqué, hein. C'est un peu la réponse que j'allais faire tout à l'heure au monsieur, dans le fond, sur le fait que de toute façon, on réagissait en tant qu'humain et que donc on était très imprégné de ce qui nous
ce que nous sommes. Et donc on regarde effectivement avec nos yeux une problématique qui nous dépasse peut-être. Donc c'est la limite de l'exercice, et en ce sens il est forcément anthropocentré à sa façon. Voilà, donc on retomberait un peu sur nos pattes comme ça. Après, je sais pas, c'est philosophique comme débat, mais je retiendrai plutôt la deuxième partie de ton exposé. Quand bien même on est dans une réflexion philosophique ou qu'on préfère être très pragmatique, la science nous dit qu'on a besoin les uns des autres et que nous sommes tous interdépendants. Ce que rappelait Lamia, de la nécessité d'avoir un monde sauvage diversifié, vivant, en bonne santé, pour que les fonctionnalités de ces écosystèmes qui nous font vivre soient justement, on va dire, vivante, est une telle évidence que Darwin et von Humboldt ont déjà écrite il y a des centaines d'années, que c'est quelque chose qu'on devrait enfin croire et enfin mettre en œuvre, parce que ce qu'on est en train de faire, c'est justement de saper les bases de la vie qui nous permet tout simplement d'exister en tant qu'humains. Voilà. Donc, ne serait-ce que par intérêt bien compris et anthropocentré, soyons antispécistes. Mais en fait, la seule chose qui me dérange avec cette vision, c'est que c'est quand même profondément utilitariste, et je trouve ça triste. On a des hommes qui comprennent que les femmes ont aussi des droits. Ils sont dans un corps d'homme. Et donc, nous, en tant qu'êtres humains, je pense qu'on est aussi en mesure de comprendre les intérêts d'animaux qui sont différents de nous, mais avec qui on a des points communs. Et à la limite, même peu importe cette proximité, il ne faut pas qu'elle soit fondamentale. Donc, moi, j'ai envie de dire que ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on est dans une situation tellement grave et tellement urgente qu'il faut utiliser toutes les cartes qu'on a. Et donc, il y a des gens, effectivement, si vous ne leur mettez pas devant le fait que c'est démontré par A plus B, si on n'apprend pas à vivre en harmonie avec le reste du vivant, on va mourir. Toi, tu vas mourir, tes enfants vont mourir. Donc, à la limite, tu t'en fous complètement des chenilles et des vers de terre, mais si les vers de terre disparaissent, toi, tu vas disparaître. Bon, si c'est ça qu'il faut pour convaincre ces personnes-là, soit, très bien. Mais j'ose espérer quand même qu'il reste une âme humaine qui est capable de cette empathie et de cette compassion, un peu déconnectée quand même de notre intérêt vital direct. Et donc, moi, en tout cas, c'est ça qui me parle le plus. Aujourd'hui, je suis extrêmement motivée et remontée par la défense du vivant, d'autant plus que j'ai aujourd'hui un enfant et que je sais qu'on est en train de lui préparer l'enfer sur Terre et que je ne veux pas qu'elle vive ça. Mais j'étais déjà engagée, motivée avant qu'elle soit là. Et donc, j'espère que quand même la vision utilitariste n'est pas la seule qui va permettre de convaincre les gens qu'il faut qu'on change notre rapport au reste du vivant. Sachant que la morale bouge d'une époque à l'autre. Oui, alors après, on peut avoir des retours en arrière. Hein. On peut considérer finalement que les femmes ne devraient pas voter. Mais bon. Merci beaucoup. Désolé. Ce sera la dernière question. Je suis désolé pour les frustrés. C'est un peu fort comme vous. Donc, merci pour votre livre, merci pour vos témoignages. Finalement, si on considère que consommer l'animal, c'est plutôt la quadruple peine, puisque voilà, c'est de la peine pour les animaux qui en souffrent, c'est de la peine pour les êtres humains en termes de santé, et que finalement passer à être au végétarisme ou au véganisme, c'est bon pour sa santé au quotidien, c'est bon pour sa santé dans le futur, c'est bon pour l'environnement, c'est bon pour la planète. Est-ce qu'on n'est pas face à un choix assez simple, à un choix de définir si on est des êtres humains ou pas, et comment on veut définir notre humanité? C'est la conclusion du bouquin, donc je vous la laisserai découvrir. C'est une bonne conclusion. Merci.
Encore un immense merci à nos intervenants. Il va falloir un merci aussi à tous d'être là. Donc voilà, vous pouvez poursuivre les débats et aller harceler nos intervenants de toutes vos questions que vous n'avez pas pu poser. Je vous rappelle encore une fois que le masque est obligatoire à l'intérieur. Je suis désolé. Et je vous souhaite à tous et à toutes